Salut tout le monde, c'est Ranta, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais en fait vous faire le point avant de partir au Canada sur comment j'avais fait toutes mes démarches, quelles sont les galères que j'ai eues, les facilités peut-être pour autre chose, comment je me suis pris en tout cas pour décrocher, être prise dans l'université au Canada, toutes les démarches administratives etc. Sachant qu'aujourd'hui on va être le 12 décembre, quelque chose comme ça. Et je pars du coup dans un mois et il y a possibilité que j'ai encore des galères après, mais il faut absolument que je filme le plus de vidéos maintenant parce que après j'ai mes partiels à réviser, j'ai toute ma préparation pour le Canada et en plus je rentre chez mes parents, donc c'est beaucoup moins facile de trouver du temps pour filmer et de ne pas être interrompu etc. Donc je préfère pré-filmer au maximum, donc je sais pas exactement si vous allez voir cette vidéo en décembre ou plutôt début janvier. Donc aujourd'hui on est le 12 décembre, je pars dans un mois presque tout pile et j'ai commencé mes démarches depuis déjà janvier voire avant de l'année dernière, donc je pense que j'ai quand même accompli la majorité des choses, même si c'est toujours à la fin qu'on se rend compte des pires choses. Mais je vais vous parler de comment j'ai eu décroché l'université, comment j'ai eu mon visa, comment j'ai trouvé un logement etc. Enfin toutes les démarches en fait que j'ai dû faire avant de partir au Canada, sachant que je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore vécu, donc peut-être que toutes ces démarches vont être n'importe quoi, vont être vouées à l'échec, peut-être que ma carte bleue ne va pas marcher là-bas, je n'en sais rien, j'espère que non, mais ça peut arriver et je vous en parlerai une fois sur place, je vais voir, parce que j'ai prévu de faire plein de vidéos sur place et je pense que je vais avoir énormément de choses à vous raconter, mais là je voulais vous faire un point avant de partir. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, je vous laisse avec l'intro et ensuite on parle de tout ça. Du coup, pour vous faire un peu le récit chronologique, j'ai commencé du coup pendant mon année de L2. On avait une réunion à la rentrée sur Erasmus, échange universitaire, etc. Je suis à l'université, donc tout ce que je vais dire fonctionne pour l'université et pas pour les écoles, etc. Parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas dans l'université ça fonctionne à peu près pareil dans toutes les universités. Parce que c'est le fonctionnement classique entre guillemets, mais après il peut y avoir des papiers qui divergent etc. Donc voilà, en tout cas pour l'université de Nantes c'est sûr et certain, tout le monde fonctionne de cette manière là pour partir avec un programme d'échange ou Erasmus, parce que j'ai aussi fait une demande Erasmus. Du coup pour demander des échanges hors Europe, donc il y a Erasmus Plus qui permet hors Europe, mais c'est pas très loin non plus. Ça permet d'avoir des pays qui ne sont pas dans l'Europe au sens Union Européenne, mais qui sont quand même dans l'Europe au sens continental, vous voyez. Du coup c'est pas vraiment Erasmus Plus, vous n'allez pas aller aux États-Unis quoi. Et donc il y a Erasmus, Erasmus et les échanges entre votre université et la vôtre. Ils ont des tonnes de noms, j'ai même pas compris pourquoi il y avait des différences entre les noms. Mais en gros, c'est ça, moi je crois que c'est un échange hors Europe bilatéral, il me semble. En gros, ça veut dire que mon université envoie des Français dans l'université du Canada et des Canadiens viennent à notre université en échange en gros. Et des fois, ces programmes-là tombent à l'eau quand il y a une des deux universités qui arrête d'envoyer les étudiants ou qui arrête d'en recevoir. Et du coup, moi j'ai pu aller sur le site de mon université et en gros il y avait une carte. Et il y avait marqué en gros où est-ce que je pouvais aller, et en socio on avait vraiment pas mal de choix. Moi j'avais très envie d'aller au Canada, je vous avoue, en fait j'avais envie de base d'aller dans un pays anglophone, sachant que je ne parle très mal anglais, donc le but c'était de m'améliorer en anglais. Sauf que on m'a bien fait comprendre pendant les réunions de présentation que, j'y suis pas allée, mais il y a des potes qui sont allés pour voir parce que je travaillais, mais bref on m'a bien fait comprendre et on l'a fait comprendre aussi après dans la suite que pour aller dans des pays anglophones il fallait avoir le TOEFL ou le TOEIC, je sais plus, des trucs comme ça, et ce sont des examens qui coûtent très cher et en fait c'est pas vous l'avez pas, c'est vous avez un nombre de points et après en fonction du nombre de points vous pouvez postuler dans telle ou telle université et vous n'êtes pas sûr d'être pris ensuite. Et en fait, moi j'ai pas des masses de thunes et je suis très nulle en anglais. Vraiment l'anglais c'est un truc qui m'angoisse etc. Et je sais que je fais énormément de fautes. Et j'avais très peur d'avoir une mauvaise note en fait à cette chose là. Et du coup de ne pas pouvoir partir finalement parce que j'aurais une mauvaise note, j'aurais payé déjà, mais c'est cher, hein, c'est genre 300 €. J'aurais payé pour passer ce truc là, j'aurais fait du stress, j'aurais dû réviser etc. Et au final je suis même pas sûre d'être pris ensuite et même pas sûre d'avoir une bonne note. Du coup ça me faisait trop peur et j'avais pas envie d'investir alors que j'étais pas sûre de partir. Franchement je m'étais dit je fais les démarches mais en vrai je pense que je vais pas partir surtout au Canada.
Voilà. Et du coup, je me suis renseignée sur qu'est-ce que je pouvais faire pour éviter en fait ça. Et la plupart des pays, surtout en Amérique, demandent toujours le TOEFL, donc c'est impossible. Le Royaume-Uni avec le Brexit, etc., c'était impossible aussi, surtout qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui veulent y aller. J'avais le choix, en gros, soit d'aller dans une université dans un pays que je connais pas, qui est pas très connu, qui parle pas forcément anglais, ou genre même par exemple l'Italie ou le Japon, etc., et d'avoir mes cours en anglais, sachant que déjà je suis pas forte en anglais, je stresse. Je suis jamais appris l'avion, j'ai jamais été dans un autre pays. En fait, ça me stressait trop tout ça. Ça me stressait trop d'aller dans un pays que je connais pas la langue et en plus de devoir parler anglais en cours. Enfin, j'avais trop peur d'être perdue et d'être paumée. Et du coup, je suis une personne qui adore l'hiver. Je suis une personne qui adore la neige. Ça fait quelques années que j'ai envie d'aller dans un pays froid comme ça. Du coup, j'ai un peu regardé la Suède, la Norvège, la Finlande, mais c'était histoire de TOEFL, etc. Et en fait, je me suis dit, mais le Canada, moi j'ai toujours eu envie d'aller au Canada, mais en fait, il me l'était même pas autorisé dans ma pensée, tellement c'est loin, c'est l'Amérique, c'est cher, je vais jamais pouvoir y aller. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu y vas pas en fait, ce serait trop bien, ce serait le meilleur pays. Et j'ai regardé, j'avais 5 universités auxquelles j'avais le droit de postuler étant en sociaux, qui avaient des programmes d'échange de sociaux. Et dans ces 5 là, il y en avait un à Laval et un à Toronto, je crois. Ceux-là, on m'a dit, ils sont hyper sélectifs, faut vraiment avoir des bonnes notes pour ça. En plus, j'ai pas des bonnes notes en sociaux, pas des bonnes notes. J'ai mon année sur les rattrapages à chaque fois, mais j'ai pas non plus 15 quoi. Enfin, j'ai à peine 10 tous les ans. Et donc j'avais très peur de pas être pris. Et en fait, j'ai pris, en gros, il me restait 2 universités, 2 en français et une en anglais, où il n'y avait pas d'histoire trop de méritocratie en tout cas. On m'avait pas dit, ceux-là vraiment on prend personne, donc si t'as pas des bonnes notes, vas-y. On m'avait dit, de toute façon tout le Canada m'avait dit, si t'as pas 12 moyenne, tu seras pas prise. J'avais pas 12 moyenne, mais j'ai tenté quand même. On m'avait également dit, si tu ne veux pas partir un an, ça ne sert à rien, on te prendra pas. Et moi je voulais partir un seul semestre pour plusieurs raisons, déjà parce que mon copain lui part qu'un seul semestre, parce que j'ai pas des tonnes d'argent, donc partir un an ça a quand même un énorme coût. Et parce que je suis jamais partie très loin de chez moi, longtemps, enfin j'habite à 2 heures de chez mes parents, mais je veux dire, je n'ai jamais été aussi loin toute seule. Et donc ça me faisait peur en fait de partir un an, j'avais pas l'argent, etc. Donc je voulais partir absolument 6 mois. Et partir au second semestre, partir en même temps que mon copain pour éviter qu'on ait un an à pas pouvoir se voir parce qu'on est à l'autre bout du monde quoi. Donc même si on part pas dans le même endroit, au moins partir en même temps comme ça, ce temps-là il est pour nous, on est séparés, mais au moins ça dure 6 mois et pas un an quoi. Donc j'ai postulé quand même, en fait il faut faire vraiment attention parce que je trouve qu'à la fac en fait ils n'ont pas énormément de place pour les gens qui veulent partir et du coup ils vous découragent à toutes les étapes, on vous décourage, on vous dit que vous n'y arriverez jamais, on vous dit que vos projets est débile. Enfin moi franchement j'ai eu ça, vraiment j'ai des mails où le responsable international de sociaux me dit ça sert à rien, ton projet est nul et moi je ne comprends pas et je continue et ce qui a donné que finalement j'ai postulé à une seule université au Canada. Les dossiers sont très longs à faire, on a des délais et moi j'avais pas le temps en fait de m'y attacher et en plus c'était hyper compliqué parce qu'il faut un tonne de papier, une tonne d'informations et le plus compliqué c'est le contrat d'études. Le contrat d'études, en gros c'est un contrat, vous devez trouver toutes vos matières de l'année d'après, donc de l'année où vous voulez partir. Toutes vos matières, le nom des matières, le code des matières, alors ça personne ne sait que ça existe mais on a un code à chaque matière qui commence par FR, je sais pas quoi, enfin qui commence par des lettres et des chiffres, le nombre de crédits à quoi ça correspond, et ensuite il faut trouver la même chose dans votre université partenaire avec le code, le nom, le nombre de crédits, et il faut que ça corresponde au même nombre de crédits pour pouvoir valider votre année en France, pour pouvoir avoir votre diplôme en fait à la fin quoi. C'est que 3 crédits français égale 5 crédits canadiens, donc en gros j'ai 30 crédits dans mon année et je devais prendre 5 cours. Et encore, on m'a dit que si c'était trop, je pouvais le baisser parce qu'en fait, le niveau est beaucoup plus haut là-bas. Il y a beaucoup plus un système de méritocratie et il y a beaucoup. Enfin, le système de notation n'est pas du tout pareil, mais il est valorisant pour moi, c'est-à-dire que si j'ai des notes qui sont pas très bonnes là-bas, genre par exemple un C parce que c'est par lettre, c'est valorisant pour moi parce que ce sera un 12 en France et moi, il suffit d'avoir 10 pour avoir une année. Bref. Du coup, ça, c'était en gros toutes les choses auxquelles j'ai réfléchi. Et finalement, je me suis décidée à faire un seul dossier, mais à le rendre complet, à me concentrer sur l'université, à apprendre à la connaître, à regarder le site du fond en comble pour faire la meilleure lettre de motivation possible, le meilleur CV par rapport à cette université et surtout bien faire mon contrat d'études et vraiment me concentrer là-dessus.
Du coup, j'ai choisi du coup une université française, comme ça il y avait tout à faire en français, rien à faire en anglais, pas besoin de TOEFL. Et en plus, j'étais sûre que au moins en arrivant là-bas, j'allais être rassurée, j'allais pouvoir parler français et j'espérais du coup améliorer mon anglais en parlant avec des étudiants internationaux, peut-être en faisant un colloque avec eux, etc. En gros, je dois déposer tous mes dossiers, toutes mes démarches sur internet en PDF et aussi en version papier à la secrétaire des relations internationales. Une fois que tout ça a été fait, il faut attendre parce qu'en fait c'est l'université dans laquelle vous êtes qui vous sélectionne ou non déjà sur ce qu'ils vont envoyer. Par exemple, mon université à Moncton, l'université de Moncton donne 5 places pour les étudiants de Nantes, donc ils ont reçu 6 dossiers, donc il faut qu'ils choisissent et peut-être en fonction des vœux, parce que moi j'en ai fait qu'un mais on peut en faire plusieurs, choisir plutôt celle-là par son deuxième vœu, plutôt celle-là par son premier vœu. Voilà, du coup ils choisissent en gros si oui ou non vous avez le droit d'y aller. Et une fois que vous avez passé la sélection, donc ça se passe sans vous, hein. En gros vous recevez un mail, oui ou non l'université vous a accepté. Moi j'ai reçu un mail 2 mois après il me semble, je crois que c'était j'ai fait mon dossier vers janvier et ça devait être vers mars, j'ai reçu un mail de l'université qui me disait que c'était bon pour eux et que j'étais acceptée, mais qu'il fallait que j'attende l'admission officielle de l'université là-bas, parce que ils font une sélection en France, mais après l'université du Canada, si elle veut, elle peut vous refuser parce que finalement en fait ils veulent plus faire le truc ou quoi. Enfin, il faut que vous ayez une admission de eux pour faire toutes vos démarches. Il faut une admission officielle du Canada, donc il faut attendre pour être sûr que vous êtes sélectionné. Du coup, comme j'étais pas sûre, j'ai également fait un dossier Erasmus pour la Belgique, parce qu'en fait je voulais absolument partir. Pendant que je fais ce dossier là, j'ai reçu l'admission de la fac de Nantes qui me disait que j'étais admise, et en fait j'étais tellement contente, je me disais qu'il n'y avait pas de raison que l'université du Canada me refuse ensuite, parce que normalement c'était un échange bilatéral, donc il n'y a pas de raison, que j'ai finalement fait traîner un peu le dossier. J'ai essayé de le finir mais j'ai pas réussi, c'était sorte de contrat d'études, etc. Et du coup j'ai abandonné. J'ai reçu en mai l'admission de l'université de Moncton pour me dire que j'étais acceptée, et à partir de ce moment-là, j'ai reçu des mails assez régulièrement, et là en ce moment du coup on est à 1 mois du départ, je reçois des mails pratiquement tous les 2 jours de l'université. Ils sont vraiment géniaux parce que tout passe par ma boîte mail perso déjà, pas comme à Nantes où tout passe par la boîte de l'université. Et en plus tout est, ils sont vraiment proches, ils répondent vite, on peut les appeler, vraiment je trouve que c'est vraiment, l'accompagnement aux étudiants internationaux est super bien fait, et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment kiffé cette université là. Et donc là tout allait bien, j'ai fini mon année normale, etc. Et ensuite commencent les galères au début de cette année, du coup de l'année où je suis censée partir, scolaire. En septembre, du coup, j'arrive à l'université et je me rends compte d'un problème, c'est qu'en fait j'ai été admise à partir du 13 janvier, et je dois absolument y être le 13 janvier parce que c'est là où commencent mes cours, où je dois être inscrite à l'université, sinon je peux pas continuer ma scolarité au Canada. Sauf que mes partiels en sociologie sont du 6 janvier au 15 janvier, donc peuvent absolument être pendant la période où je suis censée être au Canada. Et limite, j'aurais bien aimé partir en avance un peu pour trouver le logement, me faire un peu au Canada, prendre des marques avant de commencer les cours, quoi. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué, ça a pris un peu de temps. J'ai été voir des tonnes de gens de la scolarité, de mon secrétariat, des relations internationales. Et ensuite, après tout ça, sachant que ça a pris longtemps, sachant qu'on va essayer de me décourager, il y a des gens qui m'ont dit que je devais faire exprès de rater mon année, que je devais aller à aucun partiel pour aller au rattrapage. Ce que ça posait des soucis pour me montrer en master ensuite, parce que j'ai besoin de mes notes du premier trimestre pour m'inscrire en master l'année prochaine. Finalement, je suis tombée avec ma responsable d'année sur un consensus qui est que de toute façon mes partiels sont du 6 au 15, donc en gros c'est du lundi au mercredi d'après. Et moi je devais être le lundi absolument. Donc il fallait que je passe le plus de partiels que je pouvais, et s'il m'en reste 2-3, comme il y a la compensation, les rattrapages, etc., c'est pas très grave. En tout cas avec la compensation je peux quand même avoir mon année, mais j'aurai un 0 dans mon dossier, mais elle pourra me faire une note en gros pour mon master pour me dire, pour expliquer pourquoi j'ai eu un 0 et que c'est pas de ma faute. Du coup j'ai attendu très très longtemps qu'on me donne le calendrier de partiel provisoire pour prendre mes billets d'avion. C'était
Ma première galère, ma plus grosse galère je crois, cette histoire de partiel, parce que là je vous raconte vite, mais moi ça a été ça a été des moments très déprimants où je me suis dit que j'allais plus pouvoir partir parce que avoir 0 à mon année en France c'était pas possible quoi, à mon semestre. Et bon, voilà, du coup on en est là aujourd'hui, je vais rater normalement un partiel et je vais peut-être essayer de passer autrement. Et du coup je pars le samedi 11 janvier à 14h de Paris, j'arrive à Toronto à 16h30 et je sais pas encore si je dors à Toronto ou si je pars direct à Moncton, mais ça me ferait arriver vers minuit. Ensuite, il y a eu la galère logement. En fait, on reçoit des mails, c'est bien expliqué sur le site que on peut faire comme on veut, mais en gros, il y a des logements universitaires par le campus de Moncton, donc de l'université, un peu comme le Crous ici, mais c'est vraiment l'université qui gère. Ou alors on peut prendre des logements privés, mais en fait, j'ai eu une réunion l'année dernière, à la fin de l'année, avec des gens qui étaient partis en échange avec l'université. Et il y avait une fille qui était partie au Canada, donc pas au même endroit que moi, mais elle m'a dit il faut faire vraiment très attention sur les logements parce qu'en fait, comme c'est des rues américaines là, c'est des énormes rues, et en fait, on peut croire qu'on est juste à côté du campus, et en fait, en hiver, avec la neige et tout, avec les 2 mètres de neige, en été, vous avez 15 minutes de marche, en hiver, vous en avez 45 minutes dans la neige, donc c'est pas ouf. Et en plus, il y a presque pas de transport en commun, là-bas, c'est en voiture, etc. Donc, chaud patate. Et comme je connais pas du tout, j'ai vraiment peur et je préfère être sécurisée en étant sur le campus directement. J'ai pris un logement de l'université, du coup je me suis dit comme ça, pas de galère, j'arrive pas sans logement avec un Airbnb à payer, à dépenser des milliers de cents, de pas savoir combien je vais dépenser, sachant que j'ai pas un budget de ouf large, donc il faut que je sois le plus sécure possible. Donc j'ai pris un logement à l'université, j'ai fait directement ma demande sur l'université avec mes identifiants qui m'avaient été donnés dans ma lettre d'admission, et j'ai fait ma demande comme n'importe quel étudiant. Et du coup j'avais demandé 3 types de chambres. Alors j'avais demandé 2 chambres, en fait j'ai demandé les moins chères parce que vraiment c'est plus cher que le Crous en fait, enfin oui c'est ça, c'est plus cher que le Crous en équivalence euro. Du coup les chambres que j'ai demandé, il y en avait une à 350 € par mois, une à 400 et une à 440. Et en gros, les 2 plus basses, c'était des chambres simples où il y avait rien, enfin tout était commun, genre le frigo, la cuisine, les toilettes, les douches étaient communs et t'avais juste ta petite chambre tranquille, mais pas ouf quoi, parce que j'ai déjà vécu en Crous en 9 mètres carrés, et en plus il n'y a pas marqué le nombre de mètres carrés de ta chambre. J'ai déjà vécu en Crous en 9 mètres carrés, donc ça me dérange pas, et en plus la cuisine commune, etc. Ça me dérange pas parce que ça permet de faire des rencontres, donc c'est nickel pour moi qui veux me faire des rencontres là-bas. Mais le frigo commun et les toilettes communes, ça j'ai jamais fait, et j'avoue que ça me dérange un peu pour quand t'as envie de faire depuis la nuit, ou quand t'as envie d'être un peu tranquille, quand t'as envie d'avoir ta bouffe que tu achètes au plus gros supermarché et que tu gardes pour 2 semaines pour éviter que ça te coûte trop cher. J'avais un peu peur, mais je m'étais dit bon, j'aurai le moins cher de loyer, donc je demande ça. Et j'avais aussi demandé, du coup j'ai fait 3 vœux parce qu'on pouvait en faire 3, une chambre un peu plus onéreuse, aussi un studio tout compris, également sur l'université de Moncton. Et j'ai reçu un mail du coup genre 1 ou 2 mois plus tard, et j'étais prise dans le 3e logement, donc le logement le plus cher, mais où tout est compris. Et ça c'était du coup c'était pas encore la galère logement. Ensuite, on m'a demandé de payer une sorte de caution pour réserver le logement. On m'a dit vous êtes accepté dans ce logement-là, si vous le voulez, acceptez-le et payez 200 $ de caution, ce qui correspond à 150, 130, 150 € pour réserver le logement. Sauf que il y avait plusieurs choix pour payer cette caution, soit directement avec ta carte bancaire, soit en envoyant un RIB, soit en payant par téléphone en disant tes numéros de carte au téléphone, soit en envoyant un chèque, soit en y allant directement et en payant en espèces. Sachant que payer en chèque, je n'ai pas checké, et en plus je ne suis pas là-bas, et ça coûte cher d'envoyer des lettres, et le délai était court, c'était jusqu'à aujourd'hui le délai. L'espèce pareil, lui faire un virement à l'étranger, je ne sais pas du tout comment faire parce qu'il n'y a pas le Liban, etc. J'ai essayé mais on peut pas, je peux pas, comme je fais un virement en France, appeler au téléphone, je n'avais pas très confiance, et payer par carte sur le site, ça ne fonctionnait pas. Du coup j'étais stressée parce que j'arrivais pas à payer cette caution, et le délai était du coup aujourd'hui au 12 décembre. Et j'avais toujours pas réussi. J'ai appelé ma banque parce que je pensais que le problème venait de la banque. Je viens de changer de carte pour avoir des assurances, etc. pour être sûre de pouvoir payer au Canada.
et ça ne marche pas. Du coup j'étais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'y arrive pas? Et en fait j'ai envoyé des mails au Canada. Au début ils m'ont renvoyé juste le lien avec toutes les modes de paiement et après je leur ai dit mais vraiment je n'y arrive pas, et ils m'ont dit oui on a des problèmes avec notre site, vous pouvez nous appeler. Et en fait je les ai appelés et ça me disait Orange vous informe que je suis pas chez Orange, je sais pas pourquoi, que ce numéro n'est pas attribué, et j'y arrivais pas en fait, et j'avais oublié que pour appeler dans un autre pays il faut mettre le plus avec le nombre qui correspond au pays. Pour le Canada, c'est comme pour les États-Unis, c'est +1 au début. Du coup, ils m'ont renvoyé leur numéro avec le 1 au début, je les ai appelés et finalement j'ai réussi à payer par téléphone. Quand je vous raconte comme ça a l'air simple, ça n'a pas l'air d'être des galères, ça a l'air d'être facilement réglable, mais quand on y est, qu'on a les dates, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on ne sait pas d'où vient le problème, c'est un moment très stressant et très chiant. Par rapport à ça, quand j'ai réussi à savoir tout ça, du coup j'ai pris mes billets d'avion. Évidemment j'ai pris mes billets d'avion un tout petit peu plus d'1 mois avant, donc ils m'ont coûté très cher. Pour vous faire un ordre d'idée, si jamais vous voulez partir, j'ai payé 920 € l'aller-retour Paris-Toronto, sachant que je n'habite pas à Paris, donc il faut que j'aille jusqu'à Paris. Et je ne vais pas à Toronto, donc ensuite il faut que j'aille jusqu'à Moncton. Mais en gros c'est la plus grosse dépense. Et j'ai pris un aller-retour du 11 du coup à une semaine après la fin de mon année, sachant que du coup il va me rester une semaine supplémentaire pour voyager, prendre des vacances un peu si j'ai de l'argent. Sauf que du coup mon logement, moi je ne peux pas le garder après le 1er mai qui est la date de fin de mes partiels en gros. Donc je verrai là-bas, mais je devrais me repayer un logement pour la semaine qui reste, en Airbnb, en hôtel, je sais pas, on verra. Ça dépend ce que je fais, quel argent j'ai à la fin, etc. Autre galère entre guillemets, le visa. Alors moi je suis entre guillemets simplifiée parce que je ne pars pas au Québec. Comme je vous l'ai dit, je suis dans un état français, mais en fait c'est pas un état français, c'est un état bilingue. Je sais juste que mon université est française, mais l'état est officiellement bilingue français-anglais. Et c'est le New Brunswick, donc c'est ni le Canada anglais du côté du Québec, de l'autre côté du Québec pour vous c'est là, le Québec c'est là, et moi je suis là. En fait je suis de l'autre côté du Québec, mais je ne suis pas au Québec, mais c'est un pays français-anglais. Voilà, c'est compliqué, mais en gros ça simplifie les démarches parce que pour rentrer au Québec c'est une démarche hyper compliquée, il faut aller à l'ambassade etc. à Paris, donc il faut payer tout ça pour aller donner ses données biométriques etc. pour avoir un permis d'études. Et je n'ai pas de permis d'études, donc je ne peux absolument pas travailler là-bas, sachant que là j'ai un job étudiant qui me permet de vivre bien tous les mois, donc là tout va jouer sur mes économies là-bas. Je ne peux absolument pas travailler parce que j'ai pris seulement un visa de touriste. Dans n'importe quel pays où vous voulez aller pour faire vos études, allez sur le site du gouvernement officiel pour tout ce qui est l'histoire de visa, etc. Et n'allez pas sur d'autres sites. J'ai fait l'erreur, c'est pour ça que je vous dis ça. En gros, du coup, j'ai vérifié sur le site du gouvernement, j'ai répondu à tout un tas de questions de combien j'allais rester, pourquoi j'y allais, etc. Et comme je reste, en fait, j'ai que 4 mois d'études et donc de toute façon, j'y reste moins de 6 mois, même si je fais ma semaine en plus pour voyager. J'ai pas besoin de permis d'études, j'ai pas besoin de permis, en fait, j'ai pas besoin de visa en tant que tel pour y être parce que là-bas c'est 6 mois. Donc, je peux rester 6 mois avec un permis visiteur, donc j'ai juste le permis visiteur qui est en fait une AVE qui coûte 7 $ canadiens, donc à peine 4 € et qu'il faut faire sur le site du gouvernement canadien. Voilà, je vous dis ça parce qu'en fait, sur le site du gouvernement canadien, il y a tout expliqué qu'il faut que vous fassiez votre AVE pour venir au Canada. Quoi qu'il arrive, si vous venez en avion et que vous voulez visiter même 1 heure le Canada, il faut une AVE pour pouvoir sortir de l'aéroport. Et en fait c'était marqué toutes les démarches, mais j'arrivais pas à trouver comment payer mes 7 $ et avoir mon AVE. Et en fait c'était vraiment tout en bas du site, il y avait un bouton demander votre AVE, mais je ne l'avais pas vu parce que en gros il y a toutes les explications et il y a un énorme blanc et ensuite il y a le bouton demander votre AVE. Du coup j'ai tapé AVE Canada sur internet, j'ai pris le premier lien qui était forcément un lien annonce de Google. Et j'ai payé, j'ai rempli des informations et j'ai payé une AVE auquel le site m'a dit bien 7 $ canadiens, donc ce qui paraissait logique. Et une semaine après, j'ai été débitée de 99 € sur mon compte en banque. Donc je n'ai pas compris. Et je me suis rendu compte que je m'étais fait vraiment arnaquer. Et en fait, j'ai reçu un papier qui me dit que j'ai mon AVE sur ma boîte mail.
et quand je mets toutes les informations sur le site du gouvernement canadien, il ne retrouve pas ma demande, donc je n'avais pas d'AVE officiel, donc je ne pouvais pas aller au Canada en fait tout simplement. Parce que sur le truc que je mettais, en gros, il n'y avait pas de date de début et de date d'expiration, donc c'était pas... Enfin, sur le site du gouvernement, ton AVE, tu dois remplir ta date d'expiration et ta date où tu l'as eu. Donc, eh bien, je n'avais pas d'AVE et j'avais payé 99 € pour rien. J'ai appelé ma banque, comme j'ai délibérément donné mes numéros de carte, ils peuvent rien faire. Donc, vraiment, faites vraiment attention, allez sur le site du gouvernement et juste sur le site du gouvernement. J'ai jamais voyagé de ma vie, ça m'était jamais arrivé de devoir faire un visa et même à mes parents. Et du coup, je me suis fait avoir comme une merde quoi. Et j'ai regardé ensuite du coup sur internet, sur TripAdvisor, il y avait plein de gens qui s'étaient fait arnaquer comme moi, des montants allant de 80 à 150 €, donc voilà. Donc super, mais je me suis fait arnaquer, mais bon tant pis, déjà il était écrit crack niveau sous, si je me fais niquer 100 € qui peut correspondre à 3 jours de Airbnb, enfin à un moment c'est chiant mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire, c'est une galère qui m'est arrivée, donc faites vraiment bien attention. Et du coup j'ai repris ensuite une AVE sur les sites du Canada. Et en fait ça met vraiment un jour et demi, enfin même pas, ça met vraiment, c'est presque instantanément, genre tu fais ton truc le matin, tu le reçois l'après-midi dans ta boîte mail. Donc il n'y a pas d'inquiétude, donc vous pouvez le faire juste avant de partir, tant que vous êtes sûr que vous avez besoin que d'une AVE. Par contre pour le permis d'études, on m'a dit, surtout pour ceux qui sont au Québec, ça prend beaucoup plus de temps de traitement et il y a besoin de beaucoup plus de papiers et d'aller à Paris, donner ses données biométriques, etc. Donc là ça peut prendre du temps, ça peut être stressant, mais pour moi, à part l'arnaque, le visa ça a été plutôt facile. Voilà. Ensuite, j'ai pas encore fait toutes les démarches que je vais devoir faire, mais j'ai fait le principal. J'ai mon visa, mon logement, mon inscription à l'université sur mes billets d'avion. Donc là, je suis pas mal. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. C'est parce que je pense que je vais pas devoir faire beaucoup plus de démarches jusqu'à mon départ en tout cas. Donc voilà un peu toutes les galères que j'ai eues, toutes les démarches que j'ai dû faire. Je sais que je dois encore aller au médecin pour prendre une prescription pour ma pilule, pour pouvoir avoir 6 mois de pilule en avance, parce que je sais que là-bas ça marche pas pareil. Je sais que là-bas je vais devoir payer une assurance maladie de 334 € qui est obligatoire, sinon je peux pas m'inscrire à l'université en fait. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Voilà un peu toutes les galères que j'ai eues pour avoir accès au Canada. Ça a été beaucoup de découragement, beaucoup de est-ce que je vais vraiment y aller, beaucoup de démarches administratives, beaucoup de papiers à trouver, beaucoup de stress. Mais là j'en suis là, je pars dans moins d'un mois et je suis hyper contente de partir, donc franchement faites-le. Franchement la sélection, en tout cas dans l'université, elle s'est plutôt faite sur le découragement, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, j'ai tous mes potes, donc environ 5-6 personnes dans ma classe qui voulaient partir aussi à l'étranger cette année. Et il n'y en a aucune qui a fait le dossier administratif, le premier, où il y avait le premier délai, jusqu'au bout. Du coup, elles n'ont pas du tout eu la sélection et tout parce qu'elles n'ont pas fait le dossier en fait. Il y a toutes ces histoires de signature en fait. Pourquoi ça prend le temps aussi de contrôler l'étude, je vous l'ai pas dit. Mais c'est parce qu'en fait il faut le faire, il faut trouver toutes les infos, il faut le faire signer par votre responsable de votre filière et par votre responsable international et par vous. Et c'est en fait c'était moi ça qui m'a pris le temps parce que les gens répondaient pas aux mails, etc. Donc j'ai eu du mal à trouver les infos. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui, je pars, je suis contente de partir, je suis contente vraiment que toutes mes galères là soient finies. Là je suis sûre de partir, là je pars, là j'ai plus de pression entre guillemets, même si je suis très excitée, très stressée de partir, mais j'ai plus de pression administrative, de trucs que je n'ai pas réglés, de trucs que je ne sais pas comment faire, etc. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur toutes mes galères, mes démarches administratives, tout ce que j'ai dû faire. N'hésitez pas à me dire si vous, dans votre université, ça marche autrement, si vous avez un autre programme qui fonctionne autrement, si ça fonctionne pareil, si vous êtes parti et vous avez encore rencontré d'autres galères ensuite, ou justement pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé. Et puis j'espère que ça vous aura plu, puis aussi à la prochaine.